Bonsoir Voilà. à tous, bienvenue dans cette soirée pluvieuse où nous allons parler ce soir avec Sébastien, avec Enzo qui m'accompagne comme tous les soirs. Nous allons parler de la chasse au Tristan à la plus hauteur et de la chasse périurbaine. Donc, la chasse au Tristan, on abordera avec Sébastien plusieurs points. Comment on placer un Tristan, quelles sont les sécurités obligatoires à assurer. Et tout ça, on va aborder ce sujet ce soir avec vous, avec Joulement. Et n'oubliez pas de poser vos questions pour que nous puissions vous répondre. Enzo, à toi la parole. Voilà, bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, comme il vient d'introduire Marc, on va parler chasse au Tristan, on va parler sécurité avec Sébastien qui, euh, qui pratique ce mode de chasse. Bien sûr, je le pratique aussi. Je pourrais donner une petite contribution parce que je fais presque que ça. Et ben, on sera là pour poser nos questions, poser vos questions. On sera là pour vous répondre. Allez, bon live à tous. La parole à Sébastien. Bon, ben, salut à tous. Moi, par contre, ce que je vais commencer à faire, c'est parler de mon Tristan que j'ai personnellement, parce que j'ai pas un Tristan entre guillemets, qui soit un peu commun. Alors, c'est un Tristan que j'ai connu lors de ma JFO par Sébastien Messina, qui est d'ailleurs sur le groupe, qui est président de Sagita des Bouches-du-Rhône. Donc moi, je fais partie de l'association Archas 84 quand même, donc je préfère le préciser. Ce Tristan, c'est un Tristan que j'ai acheté aux États-Unis, qu'on trouve pas en France. Après, il y a des modèles qui sont, je vais pas dire similaires parce que le système est similaire parce que c'est un harnais. Alors moi, c'est le Gildo Web Tristan. C'est c'est un Tristan qu'on utilise déjà à la base. Hop là, je vois plus rien. Excusez-moi, je vois plus personne. Donc du coup, voilà. Hop, là. Donc c'est un Tristan qui se porte déjà à la base comme un sac à dos. Donc déjà c'est très pratique, c'est léger. Euh, voilà, c'est se pose comme un sac à dos. Donc très pratique pour grimper en colline, en montagne où vous voulez. Euh, c'est un sac à dos, hein. Voilà, il se porte comme ça. Euh, Ensuite, euh, il est entre guillemets pratique parce que pour monter aux arbres, c'est très léger. Alors, je ne sais pas si on voit bien, mais Est-ce que tu pourrais mettre ton téléphone horizontalement? horizontalement, c'est-à-dire comme ça. Oui, voilà, magnifique. Est-ce qu'on me voit bien? Oui, Alors parfait. attends, je vais essayer de reculer le support. On me voit mieux. Voilà, ouais, ouais. Hop, je suis dans le garage, donc du coup, voilà. Donc voilà, donc du coup, je me mets à genoux, c'est plus facile. Donc sur le dos, avec des sangles. Alors les sangles qu'ils mettent, c'est des sangles, c'est des ceintures de sécurité, comme on a dans les Mhm. voitures. Quelque chose de très solide. Hop, je trouve l'autre. Voilà, il vient se clipser aux entre-cuisses, donc des deux côtés. Hop, je trouve l'autre. Je trouve l'autre. Il est là. Tiens, il est là. Pas pour moi, désolé. Donc voilà, il vient se mettre en croix aux entreprises. Hop, on le serre ici, on le serre au niveau des épaules. Et là, vous voyez, j'ai une siège. J'ai un siège. Ici, j'ai un point d'appui en Y. J'ai donc deux sangles qui viennent se mettre de l'avant avec des points d'attache. Ce point d'attache, c'est celui pour m'accrocher à l'arbre. Et ce point d'attache là, c'est celui
où je mets ma sangle de sécurité. Alors, je vais leur enlever pour vous montrer la sangle de sécurité et comment elles se mettent. Très intéressant le système. Oui, c'est pas un système pour moi, ça. Il est trop évolué. Non, c'est vrai, ça paraît compliqué quand on le voit comme ça, mais c'est très facile d'utilisation une fois que ça en est servi. Et l'avantage, c'est très bien, parce que je l'ai vu ce système, quand tu as un arc classique, d'être face à l'arbre, c'est vachement plus pratique pour tirer. Ben, on peut tirer à 360 sur l'arbre. C'est ce qui est vraiment pratique, c'est qu'on peut tirer à 360 sur l'arbre. Honnêtement, moi, je mets des tristans tout autour de l'arbre. Et quand je veux tirer, je me mets debout sur mes tristeps. Je me mets debout sur mes tristeps et je peux tirer à 360. C'est-à-dire que je peux marcher sur mes tristeps tout autour de l'arbre. Je peux tirer devant moi, je peux tirer derrière moi, je peux tirer à droitier comme gaucher. Voilà. Donc, le système de sangle, c'est ça. Ça s'accroche au tristan. Avec une sangle donc, qui est longue, qui est réglable à la longueur. Et en bout, on a encore un mousqueton. Faites un tour d'arbre que vous venez ensuite refermer dessus avec une vis sur le mousqueton pour la sécurité quand même du mousqueton pour pas qu'il s'ouvre en montant. Et ça fait l'effet de collier. Quand vous êtes tendu, hop, c'est serré quoi. Voilà. Ouais. Donc ici, il faut aussi compliquer. Il faut imaginer qu'on est accroché à l'arbre. Ouais. Et on a ces deux, donc les deux mousquetons qu'on a dès le départ. Qui te prennent de chaque côté. Qui prennent de chaque côté, ici, et ici. Ouais. Ça fait que quand vous êtes dans l'arbre, vous réglez la hauteur, ensuite à votre hauteur de tir, parce que vous pouvez tirer assis comme vous pouvez tirer debout. C'est ça, ouais. C'est-à-dire que quand vous êtes assis comme ça, et vous avez votre sangle qui est accrochée à l'arbre. Si vous voulez tirer assis, vous pouvez tirer assis, chaque côté. Vous même vous pencher en arrière pour tirer, parce que vous êtes tenu par cette sangle. Et vous avez en sécurité la deuxième sangle. Donc, moi, je la mets pour monter et je la laisse une fois que je suis en haut. Alors, elle vient se mettre dessous. Je ne sais pas si on voit bien. Oui, on va. Je vais se mettre dessous la tâche. Là, je fais le tour de mon arbre et je viens mettre le deuxième. Pareil, dessous là. Attends, apparemment, il y a un souci de son. Hein? Je ne sais pas s'ils ont du son sur la vidéo. Tu as un retour, Enzo? Moi, absolument pas. Le son est parfait. Ouais, sur ta vidéo, sur Facebook, tu as le retour ou pas? Donc, écoute, pour moi, je n'ai pas de souci. Hein. J'entends très bien Sébastien, je t'entends très bien. Ok, moi j'entends très bien aussi, mais je n'ai pas de retour sur. C'est bon, c'est revenu. Il n'y avait pas de retour sur Facebook, c'est pour ça. C'est bon, ça marche. C'est bon, donc, je dis donc la sangle de sécurité. Donc, on fait le tour de l'arbre et on vient le remettre dessous. Moi, je le laisse un peu plus large que ma sangle d'attache de base, parce que si je dois me déplacer autour de l'arbre, qu'il y ait assez de largeur quoi, pour pas qu'elle accroche. Et ce système, il est pratique parce que pour en venir à la sécurité, donc déjà, je suis sécurisé par mes deux sangles. Ouais. Et ce qu'il y a surtout, c'est que si je trébuche en montant, je suis retenu par ma première sangle qui a fait 2 tours d'arbre. Si je dois dégringoler, comme je n'aurais pas réglé la hauteur de mon tir, en fait, si j'arrive en haut, que j'ai besoin de 80 cm de sangle pour pouvoir tirer, moi, je la laisse très courte. Ça fait que si je glisse de mon tricep, de mon échelle, et que je bascule à l'arrière,
J'ai donc là où j'ai mon assise avec je sais pas si on voit bien le triangle là, Ouais. le grec, qui vient se mettre contre l'arbre. C'est-à-dire que si je tombe, je peux tomber en arrière, paf, je suis retenu par mes deux sangles et mon Y vient s'appuyer contre l'arbre. Parce que par la force de la sangle qui est accrochée à l'arbre, le poids un poids va venir se plaquer contre la base de son attache. C'est ça. Donc du coup, je vais me plaquer contre l'arbre. Alors une chose, c'est que ce que moi je conseille, pour avoir une expérience, il m'est arrivé au début que je ne savais pas me servir de mon trisangle, parce que c'est, comme je disais, c'est un peu, c'est pas sophistiqué, mais j'ai envie de dire que c'est nouveau. Voilà, c'est nouveau. Donc au début, j'ai eu du mal. Je suis tombé 2-3 fois en essayant d'attacher une sangle ou quoi. Donc c'est pour ça que les deux sangles sont bien. Et donc quand moi je suis tombé, je suis tombé pourquoi? Qu'est-ce que tu me dis, Marc? C'est un peu en contre-jour, on te voit tout noir. Ah, voilà, t'en bouge pas. Ah, c'est bon, je règle le problème de suite. Voilà. Ah, c'est le problème. Mais c'est vrai que c'est un souci de. Mais c'est très bien comme système, parce que c'est un système qui est léger et qui te permet de t'approcher et d'anticiper tes afflux, en fait. Ça fait que c'est plus pratique à porter qu'un Tristan de main autogrimpant, même. Puis tu es équipé, c'est comme ton harnais. Et tu es autonome pour pouvoir grimper quand tu veux, où tu veux. Oui, non, mais ça, je suis tout à fait d'accord avec toi. Après, pour moi, que je trouve le problème de vertige, d'équilibre, tout ça, déjà, j'ai de la peine avec un Tristan autogrimpant, j'imagine pas avec celui-là. Ouais, pourtant, c'est très pratique. Allez, Espace est revenu, on vous laisse la parole. Donc je disais que oui, au niveau sécurité, donc j'ai les deux sangles qui me maintiennent. Donc déjà, j'ai une double sécurité. Et il faut surtout à un trisangle bien vérifier que si on chute et que l'attache qui nous retient nous fasse tomber droit et la tête en l'air. Que si on est mal amarré, on peut avoir une sangle qui nous passe sous la cuisse au moment de la chute ou qui fasse un tour, il nous retourne la tête en bas. Tout à fait. Mais ça, on si a on même tape quelque chose, la tête en bas, le sang monte à la tête, on perd connaissance, etc. pendant un moment, on peut rien faire. Même si là, avec ce trisangle, je tombe, suffit que je heurte une branche ou quoi, je perds connaissance, mais j'aurai toujours la tête en haut. D'ailleurs, en parlant de tête en haut, moi j'ai un petit truc qui m'accompagne toujours. Alors, je vais me remettre à l'écran. Hop. Je vais me remettre à l'écran. Moi j'ai un petit truc qui m'accompagne toujours en parlant de tête en bas. C'est cette sangle. Alors, cette sangle, elle est toute bête. C'est une sangle avec deux boucles. Mais l'avantage que j'ai toujours avec moi, à portée de ma main, en cas de chute, c'est très simple. On la passe autour de l'arbre, on fait un nœud et on peut s'en servir d'échelle pour soulager. Parce que quand vous êtes pendu avec un harnais, il arrive un moment, ça me coupe le sang au niveau des cuisses et c'est pas évident de remonter. Avec ce système, ça permet d'avoir un marchepied et pouvoir se soulager pour pouvoir remonter, se remettre en position. On appelle une ligne de vie. C'est pour ça que ce Tristan que j'utilise moi est très bien, parce qu'on est attaché de devant. Et on est les seuls sangles qui nous passent aux entrecuisses et sur le devant, parce qu'il y a quand même une sangle qui vient se clipser devant. Si je chute, j'ai aucune tension dessus. J'aurai que cette partie de sangle devant qui est accrochée à l'arbre et à moi à l'arbre aussi. Donc je serai toujours tenu par le devant et je ne serai jamais tenu par une cuisse ou quoi que ce soit. C'est vraiment intéressant. Voilà. Bon, après, c'est vrai que sur un Tristan de traditionnel, l'idéal, c'est de mettre la sangle, de régler la sangle pour une manière qu'elle soit juste tendue quand tu es assis. Exactement. Je ne te gêne pas. C'est qu'en cas de chute, normalement, tu n'as pas. Le souci, c'est quand tu chutes, généralement, tu n'es pas très loin de ton Tristan. Mais les sangles te cisaillent au niveau de l'aine entre les cuisses.
Et souvent, quand tu restes pour bouger, c'est pas évident. Pour bouger tout en quand tu es suspendu, comme un jambon. Alors, l'avantage d'avoir tes deux sangles, en la mettant à l'arbre, tu peux avoir comme une échelle pour te soulager et pour pouvoir te bouger, remonter sur ton Tristan. Tout à fait. C'est l'astuce. C'est Ça, pour ou ça qu'il alors, faut. Il y a certaines personnes qui utilisent des baudriers des lagueurs. ouais. 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 Donc, après, j'ai jamais utilisé ça, mais il faut voir ben, la tâche où elle se trouve. Parce que c'est toujours pareil. Si vous êtes attaché dans le dos et que vous êtes dans le vide, Hum. comment vous allez remonter? Avec une ligne de vie, avec ce qui vient Avec ça. Oui, tout, oui. Mais, tout archer, voilà. tout archer qui va au Tristan, il doit avoir une ligne de vie. Il faut l'avoir. Après, tu as la ligne de vie. Tu as la ligne de vie. C'est vrai que tu as la ligne de vie. Après, tu peux mettre une ligne de vie avec un nœud, ce qu'on appelle les nœuds coulants, tu sais, qu'on utilise en alpinisme. Hein. Ouais. Tu vas descendre lentement, tu es arrivé au sol. OK, mais bon, le souci, c'est quand tu es accroché, suspendu dans le vide, accroché par le dos, pour pouvoir remonter, avec ça, tu remontes. Ça, ou une corde simplement accrochée à ton baudrier derrière, mais qui te permet de mettre le pied et de te soulager pour enlever la pression que tu as sur les cuisses. Mais c'est toujours pareil. Il te faut tomber droit sans te blesser. Après, je vois le pire. Hein. Je vois peut-être le pire. Je vais loin. Mais selon où parce qu'on parle de la périurbaine, il y a des endroits où, parce que moi, je fais beaucoup d'afflux au sol en périurbain et le peu d'afflux que je fais en hauteur, je le fais avec ce Tristan. Et je peux me mettre sur n'importe quel arbre, c'est-à-dire qu'il soit formé ou déformé. Quand tu es aux abords des villes, les arbres, c'est pas les mêmes que tu as en colline. Non, c'est pas du tout Surtout pareil. quand tu chasses dans les jardins des gens, du particulier. Voilà. Quand tu viens réguler le sanglier aux abords des jardins, ils sont souvent un peu taillés comme le monsieur ou la dame le veut, que ce soit propre au bord de la piscine. Donc, c'est ce qui permet que si tu as une ligne de vie, que tu chutes, que tu tapes une branche, c'est la différence. C'est le risque de tout affût en hauteur, je dirais. Il faut être hyper prudent et anticiper tous les risques. Exactement. C'est pour ça que je dis bien vérifier où est la tâche et à la limite de faire un test je dis pas de le faire à hauteur, hein, je dis bien de faire son test à hauteur d'homme, histoire de dire qu'on peut se relever, quoi. Si, voilà. Pour pouvoir voir comment on finit une fois la chute. Exactement. Et pour pas avoir peur de la chute, mais savoir la gérer le moment venu. Exactement. Parce qu'après une chute, tout le monde a peur d'une chute. L'accident peut arriver à tout le monde. Le tout, c'est de savoir comment réagir en cas de chute. Si tu fais un test chez toi, suspendu, pour te remettre d'aplomb, le jour où ça t'arrivera sur un arbre, tu n'auras pas la panique. Tu sauras déjà comment faire. Tu seras pas surpris. Ouais. Voilà. Tu seras déjà préparé. Et ça fait partie aussi des risques du Tristan. Le Tristan est un appareil très bien, mais qui est très dangereux aussi. C'est très dangereux, je m'entends. Un Tristan mal monté, mal utilisé, peut être très dangereux. Un Tristan auto-grimpant, on dit oh, c'est facile à mettre. Oui, sur un arbre qui a des écorces lisses, tu te retrouves en bas, va même d'être arrivé à ton niveau de chasse. Donc, il faut connaître ces arbres aussi, sur quel arbre tu peux mettre ton Tristan. C'est ça. Monte sur un peu plié au Tristan à 5-6 mètres, moi, je n'y monte pas. Alors par contre, oui, au niveau sécurité, j'ai un collègue qui m'a fait la remarque, qui est sur le groupe, je ne sais pas si tu dois regarder, au niveau de sécurité de l'assurance. Parce que le Tristan est un acte de chasse, certes, mais le Tristan que j'ai moi, vu qu'il n'est pas français et qu'il a été homologué aux États-Unis, je ne suis pas sûr qu'il soit homologué en France. Tous les Tristans, je te rassure, je te coupe, 90% des Tristans viennent des États-Unis. Oui, on est d'accord, oui, mais celui-là n'est pas importé. Je veux dire, tu n'as personne qui le vend. Tu comprends? Donc, on peut en faire, toi, homologué ou pas, on peut en faire nous-mêmes.
Donc, Alors, est-ce que l'assurance chasse, prend en compte si tu as un accident sur ton Tristan? bien sûr. Eh ben, je Parce suis que pas ça fait. sûr. Ben, écoute, renseigne-toi, mais nous, on fait. Moi, je peux te dire par rapport Mais, à notre expérience qu'on a, nous, on fait nos propres Tristan, donc on fait nos propres Miradors et tout est couvert par l'assurance. par En cas l'assurance chasse. d'accident, oui, bien sûr, chez Groupama, en cas d'accident, on est couvert. Donc, Voilà. ça fait partie, d'un accident commun. Hein. Voilà. Donc, Si tu chutes de ton affût, Ouais. tout à fait, c'est un accident. C'est considéré comme un acte de chasse. Du moment que tu Ouais, as ton permis, que tu es vraiment en ouais. action de chasse. oui, voilà. C'est clair. Ça fait partie de l'action de chasse, donc l'assurance te couvre. Voilà. Donc, le Tristan, c'est un affût, c'est une chaise d'affût, c'est ce qu'on appelle un pylône mobile, euh, individuel, mais c'est considéré comme un accessoire de chasse, tout simplement. Donc là, D'accord. on a un commentaire de Eric qui confirme ce qu'on disait tout à l'heure par rapport à la ligne de vie et au nœud coulissant, au nœud autobloquant d'escalade. Donc, il nous rappelle qu'il suffit simplement de mettre une ligne de vie avec un nœud autobloquant qu'on utilise en escalade. Et c'est vrai même quand on monte son freestand, ça évite les chutes et ça évite de se faire mal. Voilà. Ouais. Pour le Mais je signaler. vois qu'il marque que si tu es, j'ai vu je crois qu'il y avait marqué que si tu es face à l'arbre, tu risques pour les dents. J'ai pas bien lu la fin du message. Tu risques pour les dents? Non, non. Il y a marqué PS, si tu es attaché face à l'arbre, Ah oui, attends. Alors, en cas de chute, attends, je te. si tu es attaché de face en cas de chute, tu joues au petit poussé avec tes dents sur l'arbre. Alors justement, moi, mon Tristan, je suis attaché face à l'arbre. Et Ouais, c'est moi ce qui permet justement de ne pas jouer au petit poussé comme ici, c'est ce Y là, je ne sais pas si on le ouais. voit. Quand moi je suis attaché je suis face à l'arbre, je suis assis comme ça face à l'arbre. Voilà, là il est en position assis face à l'arbre. Si je chute Voilà. et que je reviens, mon Y vient stabiliser sur l'arbre. Bien sûr. Et Mais bon, je pense pour essayer, parce que je l'ai essayé, je me suis lâché, je me suis mis debout sur mes triceps, j'ai sauté et paf, j'arrive face à l'arbre. ouais. Et vous pouvez voir Non, sur YouTube, il y a la vidéo c'est Guildo Web Tristan. Vous verrez, ouais, et il y a même Sébastien Messina qui fait une démonstration. C'est voilà. vraiment, Voilà, tu sais, toi, ça te protège des dents. Et je vais confirmer quand même par rapport à la question, c'est que même si dans un tristan normal, quand tu es accroché, même avec une ligne de vie, quand tu chutes pas droit dos à l'arbre. Tu te retrouves des fois face à l'arbre quand tu reviens sur l'arbre. Et même si tu es accroché dans le dos. Hein. Donc, en cas de chute, on ne sait jamais dans quel sens on revient on sur ne sait pas l'arbre. comment il va tomber. Voilà. C'est clair. C'est pour ça que vraiment, quand vous utilisez les Tristan, que ça soit Tristan, caisse d'affût, tout ça, toujours vous attacher, toujours avoir une ligne de vie, même sur une chaise d'affût. Hein. Parce que vous pouvez tomber à côté, ça peut mal se passer. N'utilisez pas vos accessoires de chasse sans la sécurité nécessaire. Exactement. Donc ça, bon, maintenant qu'on a vu ce point sur la sécurité, on va peut-être commencer la technique de la chasse, de la pose du Tristan. En technique, quelles sont, que tu as expliqué un peu, on va partir sur des novices qui ne savent pas, hein, il y en a quelques-uns parmi nous, comment choisir l'emplacement de ton Tristan et comment le poser par rapport à ton environnement. Ben, déjà, alors après, moi, un Tristan, j'utilise que celui-ci. Donc, pour la pose, je pense qu'Enzo va pouvoir peut-être plus nous expliquer parce que la pose d'un Tristan, on va dire de base, je l'ai pas trop, je n'ai jamais utilisé quasiment. J'ai utilisé ceux qui étaient en place. Donc, pour les installer, je n'ai jamais installé. Vu que je suis tellement ravi de celui-là, j'ai même pas pensé en acheter un autre. Après, l'emplacement,
Alors déjà, je pense qu'il faut choisir un arbre qui supporte son poids, parce que j'ai vu des Tristans de poser sur des arbres comme ça, et que quand on monte sur le Tristan, ben, l'arbre il fait ça. Il suffit que vous chassiez avec un peu de vent. Moi, je suis dans le sud, j'ai beaucoup de Mistral. Donc, ça veut vous dire que quand ça tangue, c'est là où on a la chute. Hein. Et donc, si vous êtes concentré sur l'arc armé et que vous êtes en train d'attendre que l'animal se fige et que vous avez un coup de Mistral, ça fait peur. Après, bien repérer donc l'arbre choisi et repérer aussi les angles de tir. Les angles de tir. Ensuite, droitier-gaucher, les fenêtres ouvertes. Enfin, voilà. Après, je pense que Enzo, tu vas pouvoir mieux expliquer pour l'installer, parce que alors écoute, moi, nous, on installe notre stand, bon, on le laisse à l'année, déjà, et on équipe le territoire chaque année de plus de freestand. Après, on utilise beaucoup de chaises d'affût. Donc, facile à déplacer, tout ça. Par contre, alors, pour choisir les endroits, connaissance du territoire, connaissance du passage du gibier, importante. On repère avant. Avec les années, on gère dans un territoire, on sait plus ou moins où aller poster les gens, où aller placer nos Tristans de chez Appu. Et après, voilà, mais c'est une question de connaissance du territoire pour moi. Donc, après, ça dépend des gibiers que tu veux chasser. Si tu veux chasser du chevreuil, donc, il a un tel comportement. Si tu chasses du sanglier, il a un autre comportement. Donc, tu vas mettre tes Tristans des endroits où tu auras plus de chances d'avoir du sanglier, du cerf, du chevreuil, voilà, n'importe quel type de gibier que tu chasseras à l'affût. Même sur des passages, où tu as du renard, où tu as d'autres gibiers, tu vois. Donc, tout dépend du gibier chassé. Voilà. Donc, pour résumer, déjà, pour poser son Tristan, que ce soit auto-grimpant, qu'il soit fixe ou américain, tu sais, ton Tristan à mat un peu. Ce qu'il faut déjà, c'est repérer vos territoires. Vous repérez vos coulées. Il faut penser que le gibier a ses règles de comportement, qui ne sont pas forcément les vôtres. Un gibier ne va pas sortir au milieu d'un bois ou dans un creux de bois. Il sortira toujours en pointe de bois. Il sortira toujours en pointe de bois pour pouvoir observer tout autour de lui. Donc, si vous mettez votre Tristan dans un creux, vous ne verrez rien. Il ne sortira pas là, le gibier. Donc, il faut suivre. Ensuite, dans les bois, comme pour les chasses, les affûts au sol, un gibier fait un chemin périphérique. Vous avez les coulées et vous avez un chemin généralement qui longe les bordures de bois et qui ont les sorties pour sortir, qui vous permettra de placer votre Tristan. Donc, vérifiez, trouvez le bon arbre pour le poser par rapport à votre droite, l'intériorité, si vous êtes droitier ou gaucher. Aménagez-vous toujours dans votre sac à dos une petite scie de branche, un sécateur. Prévoyez toujours vous faire des ouvertures, des fenêtres de tir à votre main par rapport au passage où va sortir votre gibier. Après, vous pourrez montrer tranquillement votre chasse. Voilà. Mais tout ça, c'est un détail qu'il faut prévoir à l'avance. Toute chasse, alors monter Tristan 3 mois avant, le laisser à l'année, le monter le matin pour le soir. Si vous êtes discret, vous le faites discrètement. Vous pouvez le monter le soir, le matin pour le chasser le soir. C'est pas gênant. Et puis, d'une année à l'autre, quand on a la trêve, bien vérifier quand on remonte sur son Tristan, parce que certains Tristans acier peuvent être en bon état de surface, mais il y a certains où il y a des tables qui sont entourées de gaines, les gaines prennent l'humidité, l'intérieur, la condensation, donc peuvent attaquer le câble, l'intérieur de tube du Tristan peut rouiller dû à la pluie, puis à l'humidité, etc. Mais le dessus est intact parce qu'ils sont protégés par les petits rouilles, mais l'intérieur peut être
année par année, bien sûr, rongé par la rouille, par l'humidité. Donc, bien le vérifier, parce que c'est aussi un point de sécurité. Ouais, nous, on vérifie. Ouais. Et voilà, un autre point de sécurité qu'Éric nous signale, mais il a raison, parce que c'est un point qui, pour moi, est essentiel, c'est toujours signaler l'emplacement au moins à une personne en cas d'accident. Vous partez dans les bois, vous partez chasser, des fois à 3, 4 mètres de hauteur, vous êtes seul, vous avez un accident, si personne ne le sait, personne ne viendra vous chercher, s'inquiétera. Ou en cas d'accident, vous envoyez une alerte, vous perdez connaissance, les gens ne sauront pas où vous êtes. Mais ça, après, je pense que c'est la base de la chasse de tout chasseur, que ce soit à l'affût, que ce soit à l'approche ou au Tristan, de prévenir quand on va chasser, prévenir, comme tu dis, une personne, parce que c'est pas que au Tristan. Je pense que ça, c'est un point de sécurité qui est général, parce que quand tu vas faire de l'approche et que tu vas marcher des kilomètres pour suivre un chevreuil ou un sanglier ou quoi que ce soit, tu as vite fait de trébucher et de te blesser. Donc, je pense que c'est un point de sécurité général. C'est un point de sécurité général. Il faut quand même rappeler, parce qu'on a quand même pas mal de nouveaux membres, entre guillemets, qui ne connaissent pas trop encore ces chasses-là. Et c'est des points qui sont, c'est vrai que pour nous, c'est un peu rabâchant de rappeler la sécurité, mais c'est des trucs qui sont très importants. Il y a encore beaucoup trop d'accidents de Tristan ou même à la chasse, tout bêtement. Hein. Alors, je peux juste vous faire partager comment on pratique chez nous. Moi, en tant que président et mon comité, on a mis en place le système que chaque chasseur qui va à l'approche ou à l'affût sur le territoire doit envoyer soit un SMS au président, soit un membre du bureau et avoir toujours un panneau à l'entrée du territoire, sur les parkings. C'est bien ça, c'est très bien, parce que nous aussi, dans l'association où je suis, on fait ça, on doit prévenir le chef de secteur, entre guillemets, qui s'occupe du secteur, mais pour quelqu'un qui n'est pas dans une association, parce qu'il n'y a pas tous les archers qui sont dans une association. Donc, c'est clair, après, voilà, c'est une question d'organisation. Après, il y a une très bonne solution. C'est de prévenir quelqu'un de sa famille ou un ami. Voilà. Après, il y a une très bonne solution. Généralement, on a tous des portables maintenant à l'heure actuelle. Et il y a une très bonne solution. D'ailleurs, Sébastien nous le communique. Vous avez Google Maps ou des situations de géolocalisation maintenant, où une fois arrivé sur votre affût, vous pouvez très bien envoyer le point de votre affût chez vous ou à un ami. Et en cas d'intervention, la personne ou les secours vont directement à ce point. Tout à fait. C'est une mesure qu'on utilise pas mal aussi dans les chasses de nuit à la tonne. Tous les pompiers ont les points relais. Voilà, les points pour pouvoir intervenir. Si on déclenche une alerte, ils peuvent intervenir directement parce qu'ils sont les coordonnées exactes. Et ça, c'est des applications maintenant qui sont pratiques pour nous. Alors, nous, on utilise aussi une application qui est pas mal, c'est Zone de chasse. Donc, elle est gratuite. Tu peux mettre aussi ton point de géolocalisation quand tu arrives sur le territoire. Et en créant un groupe dans cette application, tous les chasseurs ou même membres de ta famille peuvent savoir exactement où tu es. Ouais. Ça, c'est plus utilisé pour les patrouilles. Ouais, tout à fait. Voilà. Donc, il y a pas mal de moyens d'avertir, mais c'est important. Avertissez les gens parce qu'un accident, c'est vite arrivé. Une simple chute, comme il disait Sébastien, vous partez en forêt, vous partez tout seul, vous pouvez chuter, vous pouvez taper la tête, vous cassez une jambe, et vous n'avez pas averti les gens, vous n'arrivez pas à téléphoner, tout ça, c'est chaud. C'est chaud. Vous faire enlever par un anti-chasse. Voilà. Et avant de passer encore, on va repartir sur la technique, sur la chasse proprement dit. Je vais simplement rajouter une petite règle de sécurité qu'on apprend au JFO, mais que beaucoup de gens oublient. Si vous faites tomber une flèche, n'attendez pas la fin de la chasse pour aller la chercher. Tant pis, vous allez vous griller sur 10 minutes, mais allez la chercher de suite.
Une flèche, généralement, se plante par terre, jamais dans le bon sens. Elle est toujours la lame vers le haut. Et quand vous allez descendre 3-4 heures après, généralement, vous allez oublier cette flèche. Donc, personnellement, moi, je tire allez que des flèches, des empennages lumineux. Jour, nuit, je tire que ça. Parce que, enfin, nuit, quand je dis nuit, attention, coucher de soleil, lever de soleil. Parce que dans un sous-bois, si on roncier quelque chose, on a plus de possibilités de retrouver la flèche. Donc moi, j'utilise que des encoches, des encoches lumineuses. J'utilise que des encoches lumineuses, même la journée. Oui, mais si ta flèche tombe, l'encoche ne s'allume pas forcément. Ah oui, si elle tombe, d'accord. Non, je ne sais pas si tu dis pour une flèche tirée. Pas quand on va la tirer. Quand on va la tirer, on ne va pas la chercher de suite. C'est clair. C'est toujours la sécurité. Donc, on va revenir voilà pourquoi on utilise les chaises d'afflux, ça va vite. On peut aller chercher nos flèches. Mais moi, je fais de l'approche, c'est mieux. Voilà. On va repartir sur la chasse. Donc on est reparti sur le placement de l'affût. Donc, on est parti sur une zone bien définie, que vous avez définie à l'avance par rapport au territoire, au biotope, aux animaux que vous aurez aperçus aussi. Vous pouvez regarder, comme pour nous, pour l'approche, en période de chasse d'été, les grattages, les frottis du gibier, savoir si c'est fréquenté par un mâle, par une femelle. Mais je pense que c'est comme pour l'approche, c'est une connaissance du gibier et du territoire. Après l'affût, faut être silencieux. Monter la hauteur, pour moi, la hauteur, selon le biotope, c'est pareil. Si vous faites un chevreuil, vous n'avez pas besoin de monter à 5-6 mètres. 3,50 m, ça suffit largement, à condition de rester bien placé et au vent, parce que même au Tristan, le vent ne tombe pas de suite au Tristan, mais de loin, vous êtes repéré par l'odeur, contrairement à ce qu'on peut croire. Et puis après, voilà, il faut être le plus discret possible. Ce n'est pas parce que vous êtes sur votre Tristan à 3,50 m du sol que les gibiers ne vous verra pas. Le gibier, vous prenez votre téléphone, vous discutez, vous sifflotez, le gibier il va être de votre Tristan. Siffloter à l'affût, c'est pas trop malin. Voilà. Et ils sont très malins. Voilà. Juste pour corriger une erreur que j'ai faite, l'application, ce n'est pas zone de chasse, mais nature passe. Effectivement. On me le fait remarquer. Oui, effectivement, c'est nature passe, ce n'est pas zone de chasse. Voilà. Donc ça, et puis c'est pareil, comme on parlait de la hauteur, si vous faites une battue mixte dans laquelle on vous autorise des tristandes, sur une battue avec des chiens de meute sur un sanglier, votre Tristan, vous n'avez pas besoin de monter très haut. 1,50 m, ça suffit. Un gibier qui va être poursuivi par des chiens ne va pas prendre le temps de garder en hauteur. Il va foncer. Si vous êtes à 1,50 m de haut, ça suffit largement. Ça n'a pas besoin d'être beaucoup plus haut. Je parle des pieds, je ne parle pas de la tête, hein, bien sûr. Donc voilà. Après, si vous savez vous chasser dans des milieux montagneux avec des flancs de collines derrière vous, et là, vous êtes obligé de monter en hauteur. Parce qu'au départ, votre arbre, vous allez vous retrouver à 3 mètres, 3,50 m. Mais au flanc de colline derrière vous, le gibier il sera plus haut que vous. Donc, il faut trouver le juste milieu et bien connaître son territoire. Ouais. Voilà. Je pense autre chose à rajouter, Seb? Non. C'est top. C'est top. Bon, c'est le principal. Hein. Voilà. Donc, on va peut-être partir maintenant. On va continuer sur nos chasses en Tristan aussi, affût, en zone plus civilisée. Alors, le périurbain, ça veut dire ce que ça veut dire. Périurbain, on peut chasser le périurbain, pour certaines personnes, c'est 1 km, 2 km de la ville. Pour d'autres, moi, ça m'est arrivé de chasser à 300 mètres du centre-ville, de centre-ville, 300 mètres. C'est-à-dire que le dernier sanglier que j'ai tué était à 300 mètres, 400 mètres de la ville. Donc, on est dans des jardins, on est dans des terres agricoles, on est
on est aux abords des villes et des villages. Donc, ce qu'on disait justement pour l'affût, excusez-moi, j'ai perdu l'image. Ça y est. Ouais, c'est bon, t'es revenu. On parlait des affûts, des Tristan à monter à 3 mètres, 3 mètres 50. En périurbain, c'est très compliqué. Très, très compliqué. Parce que quand vous avez une parcelle de près avec tout autour des maisons à 500 mètres du centre-ville, position Tristan en hauteur, c'est très compliqué. Donc, il y a énormément d'affûts qui se font au sol. Ouais. Et le peu d'affûts en hauteur, ils se font généralement à 2 mètres de hauteur. Parce que quand vous êtes perché dans le jardin d'une personne, les arbres ne sont pas souvent très hauts. Ouais, voilà. Donc, le périurbain, on est souvent mandaté pour chasser un périurbain à l'arc, justement pour 2 mètres de sécurité par rapport à une arme à feu. On tire de près, on fait des tirs fichants de près. Et alors, c'est souvent demandé par les agriculteurs, souvent demandé aussi, on est mandaté par le préfet. Le préfet mandate la fédération, la fédération, eux, font appel aux associations de chasseurs à l'arc. Et c'est soumis, bien sûr, à des réglementations assez spécifiques. Donc, du orage, comme qu'on soit à l'affût ou qu'on soit en hauteur ou au sol, il faut quand même être habillé en orage. Il faut aussi un carnet de tir, parce qu'on ne peut pas aller faire du périurbain comme ça, parce que chasser au milieu des maisons, on sait tous très bien que c'est interdit déjà de chasser au milieu des maisons. Et donc, c'est bien entre guillemets, je sais même pas si on peut appeler ça de la chasse, parce que on fait plus de la régulation, on fait plus qu'autre chose. On chasse pas. Personnellement, moi je trouve pas que c'est un acte de chasse. Enzo, j'ai plus de son. Je t'entends plus. Voilà, c'est de la régulation que tu fais. On peut appeler ça comme ça, ouais. Parce que bon, quand on dit périurbain, les gens pensent qu'on chasse, on se trimballe avec un chien qui va pousser le gibier, qu'on va le tirer. C'est pas ça du tout. Et donc, c'est plus de la régulation. Moi, je vois ça plutôt comme de la régulation. Donc, c'est soumis donc à des carnets d'affût, quoi. Voilà. Ouais. Tout à fait. On intervient souvent au bord des villes, tout ça, près des maisons, mais que ça soit pour le sanglier ou pour le ragondin, c'est toujours dans le même principe. On est on part dans un principe de régulation pour le gibier chassable, donc pour sanglier ou autre gibier, et après pour le ragondin, c'est de la destruction. Mais moi, j'appelle pas ça de la destruction non plus, parce qu'on régule tout ce qu'on détruit, quoi. Alors la chasse en périurbain est d'autant plus difficile, je veux dire, en communication, parce que déjà, si vous êtes dans un secteur où la chasse est pas très appréciée, en plus de ça, on tire à l'arc. Donc pour eux, une flèche, comme on disait, ça tue pas un gibier, ça tue pas un animal. Pour eux, on tire sur des cibles, on ne tire pas sur des animaux avec une flèche, ça peut pas tuer. Alors, on a tout ça qui se rajoute, et en plus de ça, vous venez chasser chez un particulier. Alors, ça grossit le truc. C'est dangereux, vous tirez avec des lames, donc c'est chasser, réguler en périurbain, c'est quand même assez sportif. Parce qu'il faut pouvoir se déplacer. Personnellement, là où nous, on aime bien, il faut se déplacer discrètement, gérer les personnes qui ne veulent pas qu'on chasse, entre guillemets, aux abords de leur maison. Sauf que leur voisin, lui, n'en peut plus parce que, entre guillemets, les sangliers viennent labourer le jardin, labourer les terres. C'est très compliqué. C'est quand même, c'est quelque chose qui demande de la patience. Ouais. La patience, parce que, comme disait Marc tout à l'heure, quand on passe un Tristan, on cherche donc les habitudes du gibier.
quand le sanglier a un passage devant une maison, vous savez que ça va être l'emplacement idéal pour pouvoir tirer au mieux. Ben, c'est la seule maison qui est anti-chasse ou qui aime bien que trouve que c'est très joli que le sanglier vienne se nourrir. Ouais. Mais le voisin, lui, n'en peut plus. Donc, c'est d'autant plus difficile de trouver son emplacement. C'est encore plus difficile qu'en produit en montagne. Ouais. Et je vais rebondir un peu sur ce que tu viens de dire. C'est vrai que c'est difficile quand tu tombes sur des gens qui sont anti-chasse, mais en bordure de ville, généralement, surtout quand tu aides les sociétés de chasse, déjà, ça fait un plus pour les archers parce que tu leur rends service et généralement, ils se sentent redevables et les archers sont un peu plus acceptés dans l'association. Et que l'avantage aussi, c'est que l'arc avec les champs se passe et passe plus facilement auprès de la population. Alors, ce qui se passe, c'est que tu vas souvent chasser dans des milieux où le propriétaire ou le voisin est chasseur de sanglier. Et lui, il veut pas que tu viennes chasser le sanglier devant chez lui ou chez son voisin. Alors, moi, mon expérience personnelle, c'est que là où je fais de la régulation, de la régulation, le secteur où on a plusieurs terres agricoles qui se touchent ou prés qui se touchent et quelques maisons qui sont au milieu de ces prés. Et sur ce secteur-là, on a 3-4 récalcitrants, des personnes qui prennent leur voiture et qui tournent en rond, et qui klaxonnent, qui font des allers-retours avec leur téléphone, qui appellent pour te gêner. Et toi, le truc, c'est qu'ils ne comprennent pas ce qu'on vient faire là. Ils ne comprennent pas qu'on n'a pas tiré des sangliers, mais ils ne comprennent pas que le sanglier est un risque pour la circulation, parce qu'il y a énormément d'accidents. Il faut le savoir. Quand on voit des vidéos ou des photos où on voit les sangliers au centre-ville en train de faire les poubelles, de se promener, eux ne le comprennent pas. Ils ne le comprennent pas. Et donc, c'est très compliqué à gérer. Ouais. Par contre, au niveau population, pas forcément des chasseurs, la population, l'archer passera mieux en bordure de maison. Question sécurité par rapport à une carabine, ils toléreront plus que ce soit un archer qui vienne parce qu'ils se sentiront plus en sécurité que si tu avais un fusil, qu'une personne avec un fusil pour faire la régulation sur le sanglier. Je le vois, nous, dans les lotissements, quand on intervient, on a plus ce sentiment. Les gens sont plus de sécurité. Oui, au niveau de l'arme, oui. Au niveau de l'arme, tu passes mieux. Mais on revient toujours sur le même problème, c'est que une flèche, pour eux, ça ne tue pas. Ça peut blesser et ça fait souffrir l'animal. Pour eux, c'est ça. C'est souvent ce qui revient. Alors, si je peux rentrer un petit peu dans la conversation, dans le sujet. Nous, les problèmes, nous, on intervient souvent, mais les problèmes qu'on a, ce n'est pas avec les personnes qui n'aiment pas la chasse, ce n'est pas avec les habitants, c'est avec les chasseurs de la commune. C'est ton idée. C'est avec les chasseurs de la commune. Donc, ce que je reviens toujours à dire quand on me parle que le pire ennemi du chasseur, c'est le chasseur lui-même, ça le confirme encore une fois. Les gens, ils ne comprennent pas pourquoi on appelle un archer pour aller chasser un sanglier en périurbaine, alors que il y a des chasseurs, soi-disant armes à feu, qui sont là pour intervenir. Ils aimeraient intervenir avec une arme à feu. Ils ne comprennent pas que c'est dans une zone dangereuse, ils ne comprennent pas que utiliser une arme à 100 mètres d'une maison ou en direction d'une ville ou dans un quartier où il y a des sangliers qui se sont refermés, c'est pas possible, ils ne comprennent pas. Mais ils vont aller contre l'acte de chasse parce que c'est pas eux qui interviennent. Et ça, je trouve que c'est le mal de la chasse. Oui, et surtout, ils ne comprennent pas que on est présent parce que à la base, il y a eu des plaignants ces plaintes sont remontées
jusqu'en mairie, de là, ça part en préfecture. Et les préfets, eux, demandent aux fédérations de chasse Ouais. départementales. Avant d'en arriver là, ils savent le problème parce qu'ils appartiennent à une société de chasse. Donc, on fait remonter toujours le problème à la société de chasse pour qu'ils interviennent, pour qu'ils fassent le nécessaire. Oui. Donc, tu vois. C'est là où on rentre en jeu. C'est là où les sociétés de chasse, généralement, ont conscience du problème parce que c'est remonté à eux. Si des archers, les associations locales sont présentes, et moi je le vois dans mon cas souvent, c'est les carabines, les ACCA qui viennent nous chercher, nous demander de participer parce qu'ils ont un problème. Et alors, eux, ils assurent les sécurités en carabine et ils nous placent pour les habitations pour gérer le dégât. Mais c'est eux qui viennent nous chercher. Et dans ces cas-là, ils ne vont pas nous contribuer. Parce que justement, ils sont bloqués parce qu'ils ont des dégâts, ils doivent rendre des comptes et ils ne peuvent pas intervenir parce que la population ne veut pas de carabine. Et ils sont obligés de venir chercher des archers. Et dans ces cas-là, ils s'aperçoivent que les archers sont quand même complémentaires pour eux. C'est clair, mais ça devrait être toujours comme ça, tu vois. Mais malheureusement, ça n'est pas le cas, tu vois. Et ça, c'est. Il y a beaucoup de jalousie à la chasse. Il y a beaucoup de jalousie à la chasse. Ah, bien sûr. Ça se voit. Dans la chasse en général, ça se voit. Donc, tu vois, là où nous, on intervient, pourtant, on est vraiment on est en ville. Quand on dit périurbain, on est vraiment en ville. C'est-à-dire que on est vraiment au milieu des. C'est la ville, tu as le bus qui passe à côté, on est en ville, on n'est même pas aux abords de forêt ou quoi que ce soit. Je suis dans le sud, je suis aux alentours d'Avignon. Je veux dire, donc, quand tu es aux alentours d'Avignon, tu es vraiment en centre-ville, quoi. Comment ils peuvent penser tirer une balle entre deux bâtiments? Bon, malgré j'ai vu Enzo, ça allait dire. Enzo, je t'ai vu réagir, quelques Kalachnikov, quoi, c'est pas pareil. Non, mais comment ils peuvent penser à tirer des balles entre deux maisons? Ou alors, il y a un monsieur qui me dit, j'arrive sur une parcelle où les sangliers s'étaient remisés, ils étaient là toute l'année, et il y a le voisin qui n'en pouvait plus. Je me présente, donc, pour l'association, etc. Et puis, je discute avec ce monsieur, et il me dit, écoutez, pourtant, fermé, hein, par grillage, par portail, etc. Et il me dit, moi, non, il me gêne pas, les sangliers. Bon, ben, écoutez, votre voisin demande à ce qu'on intervienne, est-ce qu'on peut passer par chez vous? Il me dit non, on ne peut pas passer, ça ne m'intéresse pas, les sangliers ne me gênent pas. Et en fait, dans la discussion, ce monsieur me dit, moi, je suis chasseur. Je suis chasseur et du coup, s'il faut, par contre, ce que je veux bien, c'est moi participer à une battue en fusil. Mais je lui dis, mais monsieur, on est en périurbain, c'est pas possible. Seuls les archers peuvent intervenir au milieu en périurbain, quoi. Il me dit non, il voulait pas faire venir les archers, mais lui, par contre, ça ne le dérangeait pas de tirer au fusil avec des chiens, etc. Ouais. Donc là, au niveau sécurité, tu vois, c'est pas top. C'est pas top. Ah non, on arrive bien en France. Ouais, on arrive bien en France, c'est qu'ils pensent qu'on va tuer leur gibier. C'est leur gibier, qu'on leur enlève la viande. Tu vois? C'est un petit peu ça le problème. Je t'ai perdu, j'ai perdu Marc. Donc, non, mais j'ai plus la vidéo, qu'est-ce qui se passe? Ah, t'inquiète pas, je vais pas. Ah ouais, mais tu le vois, Sébastien, il est à l'envers. Ouais, il est à l'envers, Sébastien. Ah, mais attends, je sais pas ce qui se passe là. Ah ben ton portable est à l'envers, et toi au même temps. T'es tombé de ton Tristan. Je pense. Je pense qu'il va revenir, je pense. Donc voilà, donc, c'est vrai que les chasses périurbaines, quand tu travailles avec les ACCA, parce que c'est eux qui sont demandeurs en fait, c'est vrai que et qu'ils ne veulent pas intervenir, parce qu'il y a des maisons et ils ne veulent pas intervenir et qui n'ont pas conscience qu'il y a des associations de chasseurs à l'arc qui peuvent les aider. C'est vrai que quand tu passes directement par la préfecture, tu es mal vu. Mais quand ils arrivent à te connaître, généralement, ça fait des portes ouvertes après pour le reste de la saison. Moi, j'ai mon territoire où je chasse à l'arc. Dès qu'il a un souci, il ne se pose pas de questions. Il a une remontée, il a des remontées de dégâts.
il m'appelle, viens, j'ai besoin de toi. Parce que pour lui, c'est naturel. Et généralement, quand il y a besoin d'une ou deux carabines pour faire un inspecteur, il va mettre une ou deux carabines. Mais il sait que parce que près d'une maison, il y a tout le monde qui peut intervenir. Et tout le monde l'accepte. Ouais. On a récupéré Sébastien, c'est bon? Oui, oui. Oui, non, Voilà. je te disais, c'est comme tu disais, je pense que c'est une jalousie. C'est une jalousie parce que il est chez lui, il est dans sa ville, entre guillemets, ben, lui, il voudrait tuer son gibier, comme tu dis, on lui prend son gibier. Mais voilà, c'est pas du tout le cas, c'est pas comme ça qu'il faut qu'il le voie, mais pour leur expliquer ça, c'est vrai que c'est très compliqué. Ouais. Alors, moi, pour ça, j'ai commencé sur certains secteurs où ils avaient des soucis, j'ai commencé de voir avec eux sur les bateaux renards, sur leurs propositions des bateaux renards. Et ils sont aperçus que sur le renard, j'étais peut-être plus facilement à poser près des maisons que les carabines. Et que j'étais pour eux, j'étais plus réactif. Et petit à petit, je préfère maintenant, mais à chaque fois qu'ils ont des soucis, ils m'appellent parce qu'ils savent que j'ai une situation où moi, je suis à 100% de mes capacités, alors qu'eux, ils ne pourraient pas. Ouais, c'est clair. Voilà. C'est comme ça, c'est leur faire comprendre. Après, c'est vrai que, comme dit Seb, la plupart des ACCA pensent que le gibier leur appartient. C'est vrai, je suis d'accord avec eux. Mais c'est pour ça qu'il ne faut pas penser on va expliquer. Il ne faut pas dire les chasseurs, vous restez votre coin. Non, il faut les impliquer dans la régulation du gibier en périurbain. Et ils s'apercevront que la chasse à l'arc fait partie de leur outil pour régler leurs problèmes. Parce que le problème, c'est eux qui payent leurs charges, c'est eux qui ont les problèmes. Et ils ont peur de nous faire venir, soit par méconnaissance, soit par jalousie, je dois le dire, dans des vieilles villages reculés où le sanglier, c'est le Graal. Ils ont même oublié l'approche, parce que pour eux, l'approche, ça n'existe pas. Ils chassent que le faisant de lâcher et le sanglier en battu tous les dimanches. Pour eux, c'est le Graal. Tu leur enlèves un morceau de viande, ils sont perdus. Désolé pour les chasseurs, mais c'est pour le client. Tana, j'ai l'impression que si moi j'ai besoin de manger de la viande, je vais me l'acheter au Leclerc. Hein. Eux, j'ai l'impression qu'ils n'ont rien à manger s'ils ne vont pas à la chasse au sanglier tous les dimanches. Alors, par contre, tu vois, nous, là où on intervient, le trois quarts, presque on le laisse au propriétaire, on fait même le tour des maisons de ceux qui en veulent, tu vois, parce que il y en a tellement. Pourtant, ce qu'il faut se dire, c'est que on est en périurbain, il y a énormément, je parle du sanglier, hein, énormément de sangliers. Et les gens n'y croient pas. Tu dis oui, il y en a quelques-uns. Mais quand on leur montre les photos de caméra ou même les sangliers qu'on a tués, ils ne se rendent pas compte. Quand tu te retrouves face à des sangliers qui font 90-100 kilos, parce que la majorité font 90-100 kilos, hein. Ils mangent tellement bien qu'ils sont gras, ils sont très gras. Sur le secteur où on intervient, j'ai un ami qui est le lieutenant de boulatterie, qui est venu renforcer un peu le système, a tiré un sanglier de plus je crois qu'il faisait 120 kilos, tout comme ça. Les gens n'y croyaient pas, ils se rendent pas compte, ils ne se rendent pas compte entre guillemets de la population de sangliers qu'il y a. Ils se rendent pas compte de ça. Pour eux, c'est beau, c'est joli, ils se rendent pas compte. Et il faut se faire, je pense qu'il faut que ça soit connu, plus connu. Il faut que les associations qui interviennent en périurbain fassent connaître la chasse à l'arc et surtout en ville, quoi. Mais je te dis, en fait, beaucoup se rendent compte, beaucoup savent très bien combien il y a de sangliers, combien de population il y a, mais il faut surtout pas en parler parce que justement, sinon les préfets vont faire intervenir les archers ou les battues administratives des tirs de nuit, réguler tout ça. Donc, le sanglier, c'est un grand sujet. Moi, j'ai la chance de chasser, je suis près de la ville de Genève. Et, où la chasse est interdite et on est vraiment en zone limitrophe, zone frontalière. Il y a des villes de partout, donc zone périurbaine presque partout. Et sur le mont Genève, je peux te faire l'exemple, sur le mont Genève où la chasse
est interdite, les gardes-faunes suisses tuent environ 500 à 1000 sangliers par mois. Donc, ouais, tu vois, c'est quand même énorme. C'est quand même énorme. Donc, c'est pour te dire la population de sangliers dans le secteur, et surtout dans le secteur des grandes villes. Et après, dans une ville, aussi un département, où à côté, tu as une ville comme Genève, que la chasse est interdite. Tout le gibier va se concentrer là-bas. Et eux, ils sont obligés d'intervenir en garde-faune, en tir de nuit, et ils tirent tout. Donc, tu vois. Mais on en profite aussi, hein. On en profite aussi parce que on a énormément de sangliers chez nous aussi. D'accord. Mais je te dis, ce que je te disais, on sait très bien combien de sangliers il y a, on sait très bien où ils sont, où ils vont, où ils font des dégâts, seulement que 90% des sociétés, c'est leur sanglier, c'est leur Graal. Il faut surtout pas en parler, il faut surtout pas dire il y a beaucoup de sangliers, il faut surtout pas beaucoup prélever aux affûts d'été parce que il faut les laisser pour l'ouverture pour les battus. Il faut surtout pas chasser le sanglier à l'affût ou à l'approche, mais uniquement en battu. Là, dans le département de l'Ain, 90% du sanglier chassé en battu. Mais je te rassure, Enzo, Fabrice qui est avec nous hier sur le bassin, ils ont des gros problèmes aussi, même avec l'ONF, des fois pour pouvoir réguler le sanglier. Alors que l'ONF qui viennent les chercher, parce qu'ils en ont trop. C'est pour ça. Donc, je pense qu'il ne faut pas partir sur le principe. Il y a les sociétés qui veulent rester dans leur coin. Je pense qu'il faut les laisser gérer leur sanglier. Et quand il y a trop de plaintes, ils se retrouvent comme des couillons, entre guillemets. Bah oui. Ah, mais nous, moi, je ne me prends plus la tête avec personne. Moi, si je dois intervenir, tu m'appelles, c'est le préfet directement, c'est les propriétaires. Stop. Voilà, c'est ça. Donc voilà. Après, il faut bien dire, Enzo, que tu ne peux pas ne plus tirer comme ça. Il faut des autorisations. Ah, c'est clair. Il faut des des nouveaux chasseurs à l'arc, tu vois, ou des jeunes ou quoi, qui écoutent. Tu vois, il faut bien leur expliquer quand même que, parce que tu dis que toi, ça t'appelle soit le préfet, soit le particulier. On ne peut pas chasser comme périurbain, comme ça. Il faut d'abord qu'il y ait un protocole. Une autorisation. Ah oui, non, il faut une autorisation toujours. Comme on intervient aussi souvent sur des communes pour le ragondant, chez des particuliers, on a l'autorisation de la mairie, du maire signé, plus l'autorisation du propriétaire signé. Bien sûr. Avant d'intervenir. Toujours. La même chose, c'est pour le sanglier. La même chose, c'est pour toute chasse que tu vas faire. Exactement. Donc, non, mais bon, j'ai pas trop de questions sur les affûts en hauteur, c'est dommage. Donc, tout le monde, mais je pense que l'affût en hauteur est un affût qui est le plus pratiqué, je pense, que des approches. Donc, si on peut faire un petit condensé, un petit résumé de l'émission de ce soir, pour les jeunes. Donc, proposez vos affûts en hauteur. Alors, on a bien vu, choisissez bien l'emplacement. Connaissez bien votre gibier, ça c'est la base de la chasse à l'arc. Choisissez bien votre arbre, votre arc aussi, bien sûr. Ça, j'ai dû bêter. Un truc qu'on n'a pas dit, Marc, c'est de choisir son Tristan, le Tristan qui nous va, parce que tu as des Tristans où tu as des plateformes qui sont toutes petites, tu as des Tristans où tu as des grandes plateformes. Voilà, ça aussi, pour quelqu'un comme tu vois, Enzo qui a un peu le vertige apparemment, il lui faut une plateforme qui soit grande pour qu'il puisse surtout résistante, je fais 116 kilos. Ouais. Résistante alors. Avec les bonnes méthodes d'attache, parce qu'il y en a qui se sanglent seulement avec. J'utilise que des échelles d'appui 5,60 m et c'est bon.
Donc, une fois, alors vous préparez, le placement de votre tristand, préparez vos accès pour aller au tristand. Quand je dis tout à l'heure, la scie, le sécateur, c'est pas que pour faire les fenêtres de tir. Préparez votre passage. Il faut éviter de détruire la nature. Préparez vos passages pour y aller discrètement, sans faire de bruit que vous avez besoin. Et quand vous posez surtout votre stand à l'avance, depuis longtemps, comme certains les placent 2-3 mois, vérifiez régulièrement une sangle qui reste accrochée à votre stand de plusieurs mois, elle va se détendre, elle peut se couper et ça fait l'accident. Préparez l'emplacement de votre stand, choisissez votre arme, préparez les passages et vos passages pour accéder à votre stand. Vous pouvez passer de nuit, de jour, sans perturber votre gibier, sans laisser trop d'odeur. Parce que si vous passez les branches, vous laissez vos odeurs à chaque fois en passant, vous allez vous griller automatiquement. Et vos règles de sécurité. Préparez bien ça. Si vous respectez tout ça, vous allez. Fabrice, il me. C'est pas clair, vous faites... Ah, ben t'as été chercher le chien. Voilà. Et donc Fabrice donne des conseils aussi. Je vais le mettre. Donc voilà, c'est vrai qu'on se met toujours sur la hauteur, sur des sorties de bois en hauteur, pas au fond d'une cuvette. Parce que le gibier, comme je disais tout à l'heure, le gibier, c'est un gibier, un animal. C'est-à-dire vous êtes le traqueur, vous êtes le prédateur, lui, c'est la proie. Et une proie, si on mettrait un lion et que vous seriez le gibier, vous feriez attention de ne pas vous faire voir par le lion. C'est le même principe. Donc, le gibier va sortir des endroits où il va se sentir en sécurité. Si vous le mettez dans une cuvette, il n'est pas en sécurité, il n'a pas de vue, il n'a pas de refuite, le gibier. Il va se mettre sur une hauteur. Donc, tout ça, c'est le concept d'étudier le terrain et bien préparer votre affût. Pour votre affût, vous le préparez à l'avance, que vous le prépariez le matin pour le soir. S'il est bien préparé, il marchera sans problème. Je vous dis, vous pouvez mettre un affût le matin et prélever le soir, si tout est bien fait. Et puis on avance. Voilà. C'est tout. Donc, vous pouvez mettre un affût toute l'année et puis vous ne tuerez jamais rien, puisque votre affût, quand vous arrivez, vous cassez des branches, vous marchez, vous faites des odeurs, vous faites du bruit, et puis votre affût, le gibier passera à chaque fois qu'il passera sous vous, il lèvera la tête et vous le verrez pas passer. Par contre, je voulais juste rajouter un petit truc, c'est à chaque affût, comme tu disais que c'était important d'avoir tout son petit matériel, c'est-à-dire que aussi d'avoir un petit couteau sur soi, que comme on disait sur une chute, comme on ne sait pas comment on tombe, si tu es entouré par la sangle ou quoi que ce soit, il est toujours bien d'avoir le couteau pour pouvoir couper ta sangle qui te permet de te libérer. Bien sûr. Tout à Ça, fait. c'est très important aussi. Voilà. Et après, il faut penser une chose, c'est que la chasse à l'affût se fait généralement soit le soir, soit le matin de bonne heure. Exactement. Le meilleur moment, c'est le lever du jour ou la tombée de la nuit. Donc, et Fabrice le dit aussi, un détail tout bête, vous devez pouvoir être capable de votre voiture à aller à votre tristand sans vous perdre et sans faire des ronds dans les bois pour trouver votre tristand. Vous devez pouvoir mettre des repères de manière à y aller directement sans faire de bruit. On joue au plus poussé comme dit Fabrice, mais c'est le cas. Il existe des systèmes, il y a plein de systèmes. Vous avez des petits genres de petites punaises fluorescentes. Quand vous avez votre lampe, vous éclairez, ça vous éclaire, ça vous donne un tracé. Vous avez plein de systèmes qui vous permettent d'accrocher des ficelles. Il y a plein de systèmes qui vous permettent de trouver votre chemin de nuit pour aller directement de votre point d'arrivée à votre stand sans déranger la nature et le gibier que vous allez chasser. C'est ça qu'il faut faire attention. Souvent, le soir, et j'ai des cas autour de moi, ils avaient leur tristand au niveau des couches. Le soir, avant de descendre du tristand, ils avaient les chevreuils qui venaient se coucher autour d'eux. Et là, c'est quand même. Donc, ça, faire attention quand même au vent. Parce que le vent, même si vous êtes en hauteur, ça peut vous faire. Le bruit, et surtout, multipliez vos oreilles par 4. C'est les oreilles qui chassent.
un chevreuil qui va se passer dans le bois derrière vous, il va faire beaucoup de bruit. Vous allez juste l'entendre. On chasse beaucoup à l'oreille quand on est au Tristan. Pas qu'à la vue. C'est vrai. C'est vrai. Voilà. Exactement. Et bon, il n'y a pas d'autres questions. Je te remercie beaucoup, Fabrice, pour me relayer des petites ficelles, des petits coups à rappeler. Merci. Alors, si je peux donner un petit truc, un petit mot. Oui, bien sûr, je vais te donner la parole. Qui correspond à l'affût, à l'approche, etc. Ayez sur vous toujours un petit rouleau de papier toilette. Quand vous blessez un animal, si vous ne le retrouvez pas, appelez le conducteur de chaîne de sang. C'est important. Et n'hésitez pas, même pour un animal qui est blessé à 100 mètres, qui est mort à 100 mètres, à 50 mètres, n'hésitez pas d'appeler. Et le petit papier de toilette ou quoi pour bien marquer l'emplacement des indices, etc. Voilà, c'est le petit aparté parce que on en a fait une direct la dernière fois, mais il faut le rappeler parce que c'est pas encore entré dans les mœurs, il faut le faire. Bon. Ou alors un bout de ficelle, ça suffit. L'important c'est de pouvoir marquer. Après, j'ai une question, c'est comment vous faites sur un Tristan en cas de besoin impérieux? Eh ben, tu descends, mon gars. Écoute, moi, on m'a dit, voilà, on m'a dit de prendre 2 petites bouteilles, une pour boire et une pour pisser. Sauf que si tu te trompes et que tu mets la main dans la poche où tu as pissé, le problème, tu vas vite t'en apercevoir. Hein. Mais pour pisser, ça pose pas de problème. Pour le reste, il faut descendre. Pour pisser, ça ne pose pas de problème. Tu as certaines personnes qui vont te dire que tu ne peux pas uriner proche de ton affût. Parce que l'urine humaine peut être détectée par l'animal. Après, ça, c'est aux croyances de chacun. Mais ça, c'est comme la fumée. Ça, c'est comme la fumée. Moi, je fume sur mes affûts. J'ai toujours tué du gibier, j'ai toujours vu du gibier et je verrai toujours du gibier. Ça, c'est que des idées reçues. Encore une fois, une idée reçue. Stop. Mais Endo, ça, je sais pas. Après, ça, je pense à la croyance de chacun. Je pense à la croyance de chacun. Après, je sais pas. Moi, je fume pas. Je fume pas, donc je peux pas dire. Je peux pas faire la différence quand je fume pas, je fume pas. Mais je pense quand même. Par exemple, quand je vais à l'affût ou à l'approche, quoi que ce soit, j'ai toujours. À l'approche, si tu fumes, toi, tu fais griller. Ça, c'est normal. Tu te déplaces avec une odeur. Oui, mais les vins, même si tu n'as pas de vin, l'humidité qui tombe emmène l'odeur avec elle. Donc, oui. Après, c'est à quoi c'est que moi, quand je vais chasser, que ce soit au Tristan ou pas au Tristan, je mets quand même ma tenue. Parce que si je dois bouger sur mon Tristan, et que à ce moment-là, un animal arrive, je vais rester immobile, mais bon, c'est toujours pareil, c'est une croyance de chacun. Il y en a qui te diront c'est inutile, l'animal ne voit pas la forme de ton habit, tu peux être habillé en jean, en basket. Ça, c'est une croyance de chacun. Moi, je mets ça tout le temps. Eh bien, la cigarette et l'urine, c'est pareil. C'est la croyance de chacun. Alors, comme dit Sébastien, et très justement, en chasse d'été, moi, je mets mon Tristan généralement à la hauteur d'une branche. Ça fait que je suis masqué. J'ai mes fenêtres de tir au-dessus, mais le Tristan est masqué par les branches. Par contre, imaginez-vous, à 3 mètres du sol, à l'automne, quand il n'y a qu'une seule feuille, le gibier, il n'est pas con. S'il voit une tache monstrueuse tout seul sur un arbre, il se méfie. Exactement. Donc, il faut aussi savoir se méfier dans les arbres. Donc, j'ai une question. Alors, je ne sais pas, moi, pouvez-vous nous raconter votre plus bel affût fructueux? Alors, moi, j'en ai bien, mais bon, il est au sol. Moi aussi. Et bon, hein, il y a tout le monde avec des affûts. Si Seb t'en a un, sinon moi, c'est un affût. Moi, je vais. Oh, attends, je vais prendre lequel parce que j'en ai tellement fait. Il y a un poste où je fais souvent des affûts. Il y a un pylône électrique. Et je suis perché sur ce pylône électrique, sur le pied du pylône électrique.
Et c'est un passage stratégique. Et c'est là où j'ai tiré un petit peu le plus de sangliers. C'est le pylône de fétiche, on va dire. C'est mon pylône de fétiche. C'est là où je fais le plus de sangliers, entre guillemets. En périurbain, je parle. Ouais. Et, alors moi, mon plus bel affût au sol, je l'ai fait avec un collègue. Et d'ailleurs, sur Bordeaux, tout le monde le connaît parce que moi, en plus, c'est des affûts au sol, après une approche. On s'est mis chacun à 100 mètres l'un de l'autre, moi contre une haie, près du coulée, tu vois, donc choisir la coulée comme il faut, au bon vent. Et à un moment, un chevreuil me passe une cinquantaine de mètres à la droite. Bon, je laisse passer, couler. Et au même moment, j'ai un bruit et j'ai un chevreuil qui me sort de la coulée à 50 cm de mes jambes. Et là, il sort la tête, il me regarde. Et là, tu ne bouges pas, bien sûr. Et il fait quoi? Il bondit, il fait 20 mètres. Je le tire. Et au même moment, je fais signe au copain. Le copain me fait signe de bouger. Je dis non. Je lui montre le temps. Je dis, je viens de tirer, on attend. Et en fait, on a fait nos deux chevreuils en même temps à 100 mètres d'intervalle. Et deux brocards. Ça, c'est joli. Voilà, à l'approche. Et le chevreuil, il sort dans les jambes. Et le chevreuil, il te regarde, là, dans les jambes. J'ai fait. Parce que ces approches, tu as tout le vent, tu as tout, quoi. Et c'est vrai que c'était les plus beaux souvenirs, quoi. Après, un bon souvenir mais où je n'ai pas fléché, en périurbain, j'arrive dans un jardin et ça pleuvinait. Et j'étais venu plus tôt pour pouvoir observer s'il y avait eu du passage, voir s'ils étaient là la nuit passée, etc. Et j'arrive dans le jardin. Et en fait, ça fait une nuit de cyprès, le jardin des gens et la balançoire des petits, etc. Et puis quand j'avance, je tourne la tête et je vois une haie avec les petits en train de vermiller dans le jardin. Alors je ne bouge plus, je m'arrête. Et quand elle baisse la tête, je rentre dans le bois. Et ça fait petit bois de peupliers, etc. Et puis, je décide de faire l'affût là parce que je vois beaucoup de pas, de traces de pieds de sanglier, etc. Donc, je retourne à la voiture, tout en discrétion parce que toujours ces deux sangliers étaient là. Et donc, j'attends l'heure légale et je rentre dans le bois. Et je me pose à l'affût au pied d'un peuplier. Et puis, je vois arriver 3 sangliers face à moi. Mais là, impossible d'armer l'arc. Impossible de l'armer parce que ces sangliers sont face à moi. Donc, j'attends et il baisse la tête, mais il y en a un autre qui lève la tête et puis en quinconce, un autre. Et puis ces sangliers, ils ont avancé jusqu'à moi, jusqu'à 3 mètres de moi. Je n'ai pas pu tirer de ce sanglier, mais c'est aussi ça la chasse. Les sangliers étaient à 3 mètres de moi. J'aurais pu me lever, le toucher. Ils étaient à côté de moi. Et là, pour revenir au sujet de tout à l'heure, je ne fume pas. Est-ce qu'ils ne m'auraient pas senti si j'avais fumé? Ben écoute, je dis, moi, par expérience, et sur des appuis au sol et sur des affûts en hauteur, j'ai toujours fumé, je fume toujours à mon affût et je ne fume pas une ou deux cigarettes parce que j'affûte normalement, je commence mon affût à 7 heures du soir jusqu'à 1 heure après la tombée de la nuit. Hein. Donc, c'est l'heure légale qu'on peut faire des affûts et je fume peut-être 4, 5 cigarettes durant mon affût. Tu vois, ça n'a jamais posé problème, ça n'a jamais dérangé. Après, voilà, à chacun ses croyances. Je vais juste répondre à une question. Démontez-vous vos Tristans à la fin de chaque saison pour l'entretien. Alors, moi, je peux te dire, nous, sur notre territoire, on a énormément de Tristans. On fait chaque début de saison. Donc là, on commence en juin. Normalement, à partir de demain, qu'on peut sortir, on va contrôler déjà tous les Tristans qu'on va utiliser et chaque affût pour l'affût au 1er juin.
Et au fur et à mesure que la saison avance, on va contrôler tous les miradors, tous les choses d'affût et tous les autres tristans fixes qu'on a sur le territoire pour les entretiens. Donc, on fait vraiment contrôle chaque tristan pour la sécurité, si ceux qui sont en fer, s'ils ne sont pas rouillés, qui sont en bois, s'ils ne sont pas été vandalisés et qui sont en bon état d'utilisation, tout ça. Ça, c'est la première chose qu'on fait avant de monter sur un tristan et d'envoyer des chasseurs sur des tristans de la société. Vraiment, on contrôle nos tristans avant. Vous allez à l'affût combien de temps avant? Ben écoute, nous, on commence le 1er juin, nos rendez-vous d'affût au parking du territoire qu'on va chasser, qu'on choisit de chasser ou faire les affûts, on a rendez-vous à 19h. Avant 19h, sincèrement, pour l'affût du sanglier, je parle, pour l'affût du sanglier et renard, ça ne sert à rien. Donc, la chasse va se passer entre 20h, allez, 19h30 des fois, jusqu'à 22h, 22h30. Donc, toujours dans l'heure légale, on peut faire des affûts 1 heure après le coucher du soleil. Voilà, mais je pense que la question voulait dire combien de temps avant tu vas te positionner avant de faire ton affût. Est-ce que tu y vas 1 heure, 2 heures avant de commencer ta chasse, quoi? À 19h. 19h. Et le matin, tu ne fais pas d'affût? Pardon? Et le matin, tu ne fais pas d'affût? Le matin, on ne fait jamais d'affût, nous. Sur notre territoire, on pratique que le soir. On préfère laisser ne pas mettre trop de pression sur un territoire, aux 2 territoires, avec 2 équipes d'affût, une le soir et une le matin. Donc, on fait que des affûts du soir. D'accord. Bon. C'est ça. Donc, il n'y a pas de problème. Bon, mais je vais te laisser le mot de la fin. Je remercie Seb. Merci à vous. Ouais, merci Seb, merci à tout le monde. C'était un joli live, très intéressant. On a discuté, on a bien échangé. Et je te remercie, Sébastien, parce que tu nous as fait partager quand même ton expérience. Et, ouais. Et qui était très bien, Merci. parce que c'est des tristans que moi je connaissais, mais parce que j'en ai déjà vu, mais beaucoup de gens ne connaissent pas. C'est des tristans qui sont très bien, parce qu'ils sont très pratiques, parce que souvent tu es très mobile avec. Oui. Et, très mobile, et enfin, après, c'est personnel, mais je trouve que c'est très sécuritaire, parce qu'une fois de plus, tu as les 2 sangles, tu as le Y de maintien pour s'asseoir, qui te sert aussi de frein quand tu dois chuter, et le fait d'être sanglé par le haut et sanglé par le devant, ben, tu te retrouveras toujours à l'arbre en fait. Donc, même c'est quoi les prix? Alors moi, avec l'export, etc., pour le faire venir en France, ça m'a fait dans les 404 €. Ok. Voilà. Avec l'export, etc. Ouais. Les prix d'un bon tristan d'autogrimpeur, hein. Oui, c'est vraiment pas cher. À l'achat, je crois que ça me faisait dans les 340 €. Après, tu as les frais d'envoi. Alors, la personne que j'ai eue au téléphone là-bas aux États-Unis me disait qu'il était passé par UPS. Il y a UPS et UPS, je sais pas quoi. Il y en a 2 différents. Et il m'a dit que c'était un peu plus long, mais c'était beaucoup moins cher. Sinon, il me fallait coûter 300 ou 400 € pour l'avoir rapidement. Ça ne m'intéressait pas. Je veux dire, voilà, j'ai pas payé très très cher finalement, et de dédouanage, j'ai eu 70 €. Donc, franchement, pour un système comme ça, c'est vraiment top. Par contre, ils te le font, entre guillemets, sur mesure. Tu demandes ta taille, ton poids, et en fait, chaque poids, du moins, a un tristan bien spécifique, quoi, tu vois. C'est normal, c'est logique par rapport à la résistance des sangles. Voilà. Quand tu vois les armées de sécurité déjà qui ont des poids et des trucs à respecter, c'est normal que un truc où tu te suspends à des sangles, tu dois vraiment adapter à ton gabarit. Exactement. Si tu dois attacher un beau bébé comme moi, tu vois.
Ben ouais. Non, mais il y en a, aux États-Unis, il y en a de beaux de bébés, donc t'inquiète pas Ouais, que je c'est sais. solide. Mais bon, tu sais, un Tristan de faire un IPN, ça doit tenir, hein. Ça tient. Voilà. Allez, Moi, je allez te tout le remercie monde. encore beaucoup. Voilà. Et je laisse le mot de la fin à Enzo. Je vous remercie tous. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à regarder, revisionner et poser vos questions. Nous vous répondrons avec plaisir. Je vous souhaite une bonne soirée Ouais. à tous les membres. Je te laisse la parole, Enzo. Alors, moi, je vous souhaite bonne soirée aussi. Ben, je vous remercie. Et je vous donne rendez-vous à demain soir pour un autre live sur un autre sujet. Que ça va intéresser beaucoup de personnes. Donc, rendez-vous demain à 19h. Allez, ciao, ciao tout le monde. Moi, je pense que Ciao, les le gars, live merci le mieux beaucoup. intéressé, ce sera mercredi. Oui, oui, aussi. Mercredi, ça sera un joli live. Ça sera la Avec chasse les au filles. féminin. Ça sera au féminin. Donc, ça va être aussi un joli live. Mais je parlais du live d'hier soir parce que de demain soir, parce que j'ai vu la réaction qu'il y a eu au sondage et je pense que ça mérite d'en parler, de débattre. C'est en débattant que les gens avancent et que la chasse avance. Pour ceux qui Bonne veulent soirée tout le venir me monde. voir, Ciao, ciao. Ciao, ciao tout le monde.